Juste avant de débuter officiellement et que je partage mon PowerPoint, vous savez sans doute là, que la situation dans le monde est grave présentement. Puis je me suis dit, je ne peux pas ne pas glisser un court mot sur la situation en Ukraine présentement. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui nous relie, nous, à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, à l'Ukraine? Eh bien, ma réflexion n'a pas été très longue. Et vous savez sans doute que notre personnage semi-légendaire qui se nomme Bertha Baller, eh bien, cette Bertha Baller était originaire d'Ukraine, en fait. Alors, qu'une partie de l'Ukraine au début du 20e siècle était dominée par l'Empire austro-hongrois. Eh bien, elle et sa famille, en fait, ont quitté l'Ukraine, donc dans le secteur de l'Autriche-Hongrie, pour venir immigrer au Québec, au Canada. Et ben, c'est ça, en fait. On a eu une famille ukrainienne, si on veut, qui a vécu chez nous au début et en fait, dans la première moitié essentiellement là, du 20e siècle. Alors, aujourd'hui, j'en profite pour avoir une petite pensée pour ces gens-là à travers notre personnage légendaire, semi-légendaire, qui est Bertha Baller. Alors, eh bien, nous allons débuter dès maintenant. Alors, je vais partager mon écran. Et comme habituellement, eh bien, si vous avez des réactions, là, je ne vous verrai pas alors que je vais me mettre à parler et tout ça. Alors, il ne faut pas se gêner pour prendre la parole, ouvrir son micro et prendre la parole. Puis, sinon, à la toute fin, j'ai prévu une période de discussion avec des thèmes que je sais qu'ils vont apparaître là, durant la soirée, que vous avez déjà préparé également. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des récits d'anecdotes par courriel. Alors, bien, on peut se garder ça pour la fin, mais je suis toujours ouvert à vous écouter là, en cours de route. Alors, je vais maintenant partager mon écran. Alors, je vais partager mon PowerPoint avec vous. Alors que vous devriez commencer à voir. Je vais aussi en faire un diaporama dès maintenant, comme ça. Et voilà. Puis je vais vous cacher pour pas que je vous vois. Alors voilà, j'y vais. Alors s'il y a quelque chose, prenez la parole sans gêne ou écrivez dans le secteur de la discussion. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous répondre. Alors, les Ursulines de Loretteville, présentées par la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, le terrain là, que vous connaissez sans doute, là, où se trouvent aujourd'hui les Ursulines à Loretteville, a une bien longue histoire, en fait. Il se trouve en plein cœur de l'agglomération villageoise de ce qui est aujourd'hui Loretteville. Alors, tout près du chemin public qu'on appelle aujourd'hui la rue Racine. Il longe également le canyon de la rivière Saint-Charles au pied de sa chute. Alors, donc, le terrain des Ursulines, là, il longe la chute, là, puis il va longer, en fait, le pied de la chute. Et c'est là qu'il va se creuser là, à plus de 28, 30, et plus on va vers le sud, là, ça devient de plus en plus profond, jusqu'à 42 mètres de profondeur. Alors, le terrain des Ursulines, il est comme sur le plateau en haut de ce canyon. Quand le cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette sera créé en 1874, eh bien, le lot en question, sur lequel sont les Ursulines aujourd'hui, va porter les numéros 667 et 668. Bon, j'y reviendrai. Alors, j'ai quelques cartes anciennes pour nous permettre de visualiser le lot en question. On a ici là, un plan qui date d'avant 1854. C'est le plan qui a été produit lorsque l'aqueduc, le tuyau d'eau de la ville de Québec, va être planifié et va passer à partir de la prise d'eau, au château d'eau essentiellement. Ce qu'on voit ici, là, vous voyez, là, ici, on a la chute. Donc, la chute de Lorette, là, la chute que l'on connaît toutes et tous. C'est écrit d'ailleurs Falls à côté. Alors, si vous suivez ma souris, en fait, la flèche de ma souris, vous allez voir le tracé, en fait, de la rue Racine. Là, je passe en avant du Irving. Là, je fais la grande courbe et je me retrouve devant le Piolet, etc., vers l'église. Alors, le secteur qu'on voit ici, le secteur entouré en rouge, avec les deux bâtiments là, qu'on voit là, ici collés l'un à l'autre, bien, ce sont des bâtiments qui se trouvaient probablement, la carte est imprécise, tout près, en fait, du lieu où va se trouver finalement le terrain des Ursulines.
Alors, ici, là, si on longeait, là, on voit une espèce de bout de rue ici, là, qui est sans doute l'ancêtre de ce qu'est la ruelle des Ursulines aujourd'hui. Eh bien, ce bout de rue-là menait au terrain à ces deux maisons-là et plus loin encore, éventuellement, là où se trouve aujourd'hui l'école qui appartient aux Ursulines de Québec. Donc, un plan de 1854, un peu avant 1854, et qui nous permettait de voir en fait le tracé de l'aqueduc, mais qui nous permet aussi de visualiser le terrain en question. Prochaine diapositive. Je change de diapositive. On a à nouveau ici un autre plan en 1917. Donc, on a un plan d'assurance en 1917. On voit la rivière Saint-Charles ici. On voit la courbe de la rue Racine. Puis, on voit en fait ici, là, passerait le chemin de la ruelle des Ursulines, tout près ici. Oups, je suis allé trop vite. Pour mener éventuellement à des bâtiments ici, là, plus vers l'arrière, et qui sont ici les bâtiments de l'école des Ursulines d'aujourd'hui. Alors, donc, le chemin là, tortillonne un peu là, vers la maison en question, à l'arrière, au fond du terrain. Alors, donc, en 1917, la maison avait été construite en 1913-1914, la maison où se trouve l'école aujourd'hui. Là, je ne parle pas, bien sûr, là, vous le comprenez, de la maison provinciale des Ursulines là, qui se trouve sur la rue qui porte leur nom aujourd'hui, dans le bas de la côte. Je parle, bien sûr, de ce qui est l'école dans la vieille maison d'un personnage que je vais vous présenter bientôt, qui s'appelle Francis McLennan. Donc, on voit toujours le même terrain en 1954, toujours avec la rivière. Et ici, on devine un chemin ici, en 1954. On voit que la rue des Ursulines n'est toujours pas ouverte en 1954. Elle le sera quelques années plus tard. Puis, éventuellement, bien, on va retrouver ici, là, les bâtiments autour de la maison, du manoir, des Ursulines qui en étaient propriétaires à ce moment-là, en 1954. Petite curiosité, ici, c'est indiqué en fait Sœur Saint-François d'Assise. Alors, puisque de 1951 à 1954, je crois de mémoire, les Ursulines vont louer leur terrain à cette congrégation, donc des Sœurs de Saint-François d'Assise. Voilà. Alors, allons-y dans le vif du sujet, en fait. Allons-y avec un personnage qui va avoir une influence capitale et qui va nous expliquer, nous permettre de comprendre pourquoi les Ursulines ont une école et un immense terrain le long de la rivière Saint-Charles à Loretteville. Je vais vous présenter ce personnage capital. Son nom est Francis McLennan. Il est un avocat reconnu de Montréal. Il est né en 1857 à Chicago. Il a été conseiller légal de la ville de Westmount et gouverneur de l'Université McGill de Montréal. Il était également avocat dans le cabinet McLennan, Howard et Aylmer. Et à noter aussi que Francis McLennan portait le titre de King Counselor, KC, c'est-à-dire conseiller du roi, un titre honorifique que peuvent porter les avocats. Et quand ils signent là, Francis McLennan, KC. Alors, McLennan va acheter, en fait, c'est toute une histoire, là, les lots et tout ça, là, mais essentiellement, là, il va acheter le lot 667 et d'autres lots contigus du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette le 28 septembre 1906 d'un nommé Joseph Blondeau Forgeron. Il va à ce moment-là en payer la somme de 1200 $ en argent comptant pour cet achat. Oui, alors Hugo Chouinard nous mentionne ici que ça correspond environ à 30 000 $ en 2022. Ah, merci Hugo. Alors, c'est quasiment 30 fois plus, là, hein? On peut dire ça comme ça. Alors, Francis McLennan, un personnage important. Je continue. D'ailleurs, la famille McLennan va être recensée à Loretteville en 1911. Alors, vous savez que le gouvernement du Canada, en fait, et c'est une tradition britannique, recense la population à chaque première année d'une décennie. Alors, la première année de la décennie des années 10, bien, c'est 1911. Et dans le recensement, Francis McLennan et sa femme, Alma Stewart, sont présents, de même que deux domestiques,
Alors, deux femmes, Mary Cameron et Rebecca Mulberry. Merci pour mon accent. Alors, à ce moment-là, en fait, ce qui est aujourd'hui l'école des Ursulines n'était pas encore construit. En fait, l'école des Ursulines telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, elle va être construite. En fait, ce n'était pas l'école, c'était la maison de Francis McLennan et de sa femme, va être construite en 1913-1914. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'en 1911, comme ils sont recensés à Loretteville, là, près de la rivière, eh bien, ça veut nous dire qu'il y avait une autre maison sur le terrain et qu'ils l'habitaient à deux et avec deux domestiques. Alors, qu'est-il arrivé de cette maison? Eh bien, honnêtement, je ne le sais pas. Et je tiens à vous dire que ça pourrait peut-être être également une des maisons qu'on a vues sur le plan tout à l'heure de 1854, ou même une des maisons qu'on retrouve là, dans le début du chemin de la ruelle des Ursulines, lorsqu'on prend le chemin à partir là, du Belvédère, là, plus ou moins, en face du Irving, dans la courbe de la rue Racine. Alors, la présence de domestiques n'est pas anodine et dénote clairement un niveau social élevé. Alors, bien que la famille, bon, je l'ai dit, ça a été recensé, la maison qu'elle habitera sera construite seulement en 1914. Puis d'ailleurs, à ce sujet, le courriériste, alors Elzéar Alexandre Martel, alors rien de moins que cet illustre journaliste de Loretteville, signale la construction de cette résidence. Il mentionne, et je cite, la résidence que M. McLennan, avocat, se fait construire sur la plaine, avance rapidement. Un grand nombre de maçons travaillent depuis une couple de mois. Alors, il y a quelques éléments intéressants dans cette citation. D'abord, on mentionne qu'ils ont construit la maison sur un endroit qui s'appelle la Plaine. Alors, c'est la seule fois dans toutes les lectures que j'ai faites ou que mes camarades ont fait sur la question où on mentionne en fait la Plaine. Alors, la Plaine, d'où provient ce toponyme? Est-ce que c'était dans un usage populaire? Probablement. Ceci étant dit, on ne retrouve pas cette expression-là par la suite ou même auparavant. Première chose. Et deuxièmement, un grand nombre de maçons travaillent depuis une couple de mois. Alors, ça nous indique donc que la maison est en pierre et que les maçons, ben, ils travaillent à la construire, on se comprend bien, à tailler la pierre et tout ça. Là. Alors, si vous regardez bien là, dans le cœur ancien de Loretteville, là, les maisons en pierre, les résidences en pierre, même en briques, là, sont assez rares. Il y en a quelques-unes, quelques institutions comme l'ancienne église ou bien le couvent, l'Institut Saint-Louis, comme on le connaît aujourd'hui, qui sont en pierre. Mais sinon, là, ça prend bon oeil pour trouver une maison en briques ou une maison en pierre. Alors ça aussi, c'est un élément important et intéressant d'avoir un personnage qui finance la construction d'une maison avec une ressource qui n'est pas nécessairement celle qui est utilisée régulièrement par les gens du quartier. Alors donc, et ça fait déjà une couple de mois, alors une couple c'est 2 et plus, là, ça ne dit pas combien dans la nouvelle malheureusement, que les maçons travaillent à la construction de la résidence. Alors, voilà pour cette indication-là. Je vais continuer. D'ailleurs, la mondanité de la famille McLennan est évoquée dans le journal de Montreal Gazette. Alors, on cite ici que M. Francis McLennan de Loretteville, of Loretteville, has left to spend some time in the southern United States. Alors, donc, on évoque là M. McLennan qui l'a quitté pour aller passer du temps dans le sud des États-Unis. Alors, il faisait, en fait, le carnet mondain, il faisait partie des nouvelles que l'on donnait là, dans le journal à la communauté anglophone de Montréal. Donc, j'en conclus que notre avocat fait partie des vedettes de ce journal anglophone de Montréal. Par conséquent, sa présence à Loretteville devait être plus que remarquée dans cet espace agricole et industriel. Alors, on retrouve là clairement, un peu à l'extérieur du territoire naturel où on faisait de la villégiature. Hein, quand on pense à la villégiature à Loretteville ou dans le secteur là, de la Haute-Saint-Charles, on pense au lac Saint-Charles, on pense
on pense au secteur de Château-d'Eau et un peu aussi au secteur là, de Val-Saint-Michel. Ce sont les secteurs, là, a priori, les premiers où on va faire de la villégiature. Mais à ce point au sud et même au sud de la rue Racine, pour aller faire de la villégiature, bien, ça reste quand même assez surprenant. C'est sûr que le terrain a son importance. Là, et c'est sûr aussi, là, je dis de la villégiature, on ne descend pas en canot dans le canyon là, pour aller dans la rivière à cet endroit-là. Mais vous allez voir que la famille McLennan va être impliquée dans le développement de l'idée de la villégiature sur le territoire. Alors, la femme de Francis McLennan s'appelait Alma Stewart. Alors, Alma Stewart était l'épouse de McLennan et elle possède également un bagage fort prestigieux. Alors, Alma Stewart est la fille de Sir Andrew Stewart et d'Elmire Charlotte Aubert de Gaspé. Alors, Andrew Stewart a été avocat, puis juge et a eu une carrière là, fulgurante. Quant à la mère d'Alma Stewart, sa notoriété s'est construite sur la renommée de son père, donc le premier romancier canadien, alors Philippe Aubert de Gaspé, alors qui était également seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Vous avez peut-être déjà visité son manoir, en fait la reconstruction de son manoir au dit endroit, et qui constitue en fait le musée de la mémoire vivante là, au Québec présentement. Alors, par conséquent, lorsqu'Alma Stewart et Francis McLennan se marient le 9 septembre 1896, ce sont les destinées de deux familles hors normes dans le secteur qui s'unissent et qui vont s'implanter et laisser une marque importante sur ce territoire-là. Je continue. On a des photos ici des parents de Alma Stewart. Alors, là, Charlotte Elmire Aubert de Gaspé, qui est morte en 1899 de mémoire, et son mari Andrew Stewart, qui était déjà décédé quelques années auparavant. Voilà. On a aussi, bien sûr, je me permets, une photo de Philippe Aubert de Gaspé, auteur du roman, donc, Les Anciens Canadiens. Et il y a même un épisode, en fait, dans ce roman où on aborde une discussion que Aubert de Gaspé aurait eue, probablement à la Jeune Lorette, dans un endroit qu'on peut soupçonner d'être le secteur où McLennan va se faire construire sa maison en 1913-1914. Voilà. Ah, ici, là, je trouve ça quand même très important de te parler de la maison Henry Stewart, qui se trouve en fait au coin de la Grande Allée et de la rue Cartier, qui est un musée. Eh bien, cette maison-là a un lien avec notre Alma Stewart, là, qui va être mariée à Francis McLennan. Alors, ils vont, les nièces de Alma Stewart, Adèle et Marie Stewart, vont vivre dans la maison Henry Stewart, donc qui se trouve à l'endroit que j'ai déjà mentionné. Et elles vont décéder, là, la dernière de mémoire, là, dans les années 70 ou au début des années 80. Puis même dans la maison, là, pour l'avoir visité il y a plusieurs années, la maison Henry Stewart, eh bien, il y a un portrait au mur d'Alma Stewart. C'est quelque chose qui m'avait frappé comme gars de Loretteville qui est allé visiter cette maison-là. Alors, il a remarqué aussi pour le plaisir là, la brique qui a permis de construire la maison Henry Stewart, qui est la même brique qui a permis la construction de notre presbytère ici à Loretteville. Prochaine. On a une photo ici justement de Alma Stewart. Alors, il y a peu de portraits qui existent d'elle, il y en a quelques-uns. Alors, celui-là dans les dernières années de sa vie, alors qu'elle était une dame âgée. Alors, autour d'un testament. Alors, un texte inédit a été publié par une Ursuline de Loretteville afin de préserver une histoire exceptionnelle. Alors, l'histoire du don que le couple McLennan-Stewart a fait aux Ursulines de leur propriété à la suite du décès de Francis McLennan le 25 décembre 1940. L'auteur du texte, et l'Ursuline en question, est une dame qui s'appelle Claire Desrivières. Et elle va, elle, Claire Desrivières, bien connaître l'histoire de ce lot, de ce terrain, puisqu'elle est la fille du juge Eugène Desrivières, qui était lui-même villégiateur dans les années 20 sur la rue Saint-Amand d'aujourd'hui, près de la rivière Saint-Charles. La rue Saint-Amand à Loretteville, c'est la petite rue qui, quand on la prend, elle est parallèle à Valcartier.
et elle aboutit en fait à la chapelle anglicane, là, qui est la chapelle orthodoxe romaine aujourd'hui, et à l'aréna de Loretteville, là, finalement. Alors, elle, Claire Desrivières, son père, Eugène Desrivières, bien, elle va venir faire de la villégiature ici à Loretteville, va acheter une maison qui est toujours en place et qui existe toujours aujourd'hui. Elle est sur le coin, justement, là, de Saint-Amand et du boulevard des étudiants. Et elle va en fait relater cette histoire de villégiature, cette fraternité, cette camaraderie qui existait entre Eugène Desrivières et Francis McLennan. Alors, ils se connaissaient, ces deux-là, donc son père, elle, et Francis McLennan, puisqu'ils étaient membres lors de l'existence des premières années du club de golf de Lorette. Vous savez que le club de golf a été créé en 1920. On en a souligné d'ailleurs le 100e anniversaire il y a maintenant 2 ans. Eh bien, le site du premier club de golf, du premier terrain de golf, se trouvait exactement sur le site où se trouve aujourd'hui l'aréna de Loretteville, avec des trous qui se trouvaient aussi au nord du chemin de fer. Donc, de chaque côté du chemin de fer, là, de la piste cyclable aujourd'hui, il y avait 9 trous. Et c'est là que les golfeurs allaient jouer au golf l'été lorsqu'ils étaient des villégiateurs, autant à Château-d'Eau que dans le secteur de Loretteville. Et parmi ces gens-là, ben, Eugène Desrivières, qui va en être également le président du club de golf, et dans les membres, dans les premières listes de membres que l'on rencontre là, lorsqu'on feuillette les documents d'archives du golfe de Lorette, bien, on retrouve McLennan et le juge Eugène Desrivières. Donc, c'est vraiment pas étonnant que Claire Desrivières ait pris cette histoire-là, qu'elle connaissait bien sans doute pour en avoir entendu parler par son père et par sans doute là, Francis McLennan lui-même, qu'elle ait décidé de faire des recherches et un récit, en fait, de cette histoire que je vais vous raconter dans un instant. Alors, ce document en question, en fait, nous en avons copié à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, mais comme vous savez, en fait, on n'a pas accès à cette copie-là présentement. Là, on en a une copie numérisée. On n'a pas accès présentement parce que vous savez que le local est toujours en réparation à la suite d'un dégât d'eau qui s'est déroulé il y a bientôt 2 mois. Et présentement, notre local est entièrement vidé et nos biens sont entreposés là, par la ville de Québec, là, dans le centre municipal en face. Ceci étant dit, ce texte-là est super intéressant parce que Claire Desrivières a fait une recherche quand même rigoureuse sur l'histoire du terrain et l'histoire de la famille McLennan Stewart jusqu'au moment où il y aura un don qui va être effectué pour transférer en fait le bien foncier de la famille en question à une institution qui sont les Ursulines de Québec. Alors, le mariage sans postérité, donc sans enfant, de McLennan et de Alma Stewart en fut un à l'héritage surprenant. Alors, à sa mort, à la demande de sa femme, par testament, Francis McLennan remet les terres de son domaine et son manoir aux Ursulines. Quand je parle du manoir, là, c'est la maison de McLennan, c'est l'école des Ursulines d'aujourd'hui. Alors, il souhaite ainsi remercier les Ursulines pour l'éducation de son épouse, Alma Stewart. Alors, Francis McLennan va mourir le 25 décembre 1940 et les Ursulines prennent possession de leur nouveau bien foncier. Dès l'année scolaire 1941-42, les Ursulines transforment le manoir de McLennan et d'Alma Stewart en pensionnat pour les jeunes filles. Et 80 ans plus tard et un peu plus, l'héritage de la famille n'a toujours pas changé de vocation, puisqu'il y a encore des enfants de la maternelle à la 3e année, sauf erreur, qui fréquentent toujours, en fait, cette école-là. Voilà. Alors ici, j'ai des découpures de journaux qui relatent la mort de Francis McLennan. C'est drôle parce que dans les découpures, des fois, on dit qu'il a 84, puis des fois, on dit qu'il a 85 ans. Alors, si j'ai la première ici en haut à gauche, alors Maître Francis McLennan, CR, conseiller du roi, avocat bien connu de Montréal et ancien membre de la société légale McLennan, Howard et Elmer, est décédé mercredi à sa demeure de Loretteville. Il était âgé de 85 ans. Le défunt était né à Chicago, d'où il partit
tout jeune pour venir au Canada. Il poursuivit ses études au Montreal High School, à la Philip Dexter Academy, à l'Université McGill. Il cessa de pratiquer le droit il y a quelques années. Durant plusieurs années, il fut conseiller juridique de la ville de Westmount et gouverneur de l'Université McGill. Son épouse Alma Stewart décéda il y a quelques années, Une sœur, mademoiselle E. McLennan, de l'avenue Ontario, lui survit. Il était le frère du sénateur John Stuart McLennan, décédé il y a 1 an, et du colonel H. McLennan, tué à la guerre de 14-18. Donc ça, c'était la première nouvelle. La deuxième, ici en bas à gauche, M. Francis McLennan est décédé. C'est avec regret que nous avons appris la mort de M. Francis McLennan, survenu mercredi le 25 décembre à sa demeure. M. McLennan était âgé de 84 ans. Par sa grande charité et son esprit civique, il avait conquis l'estime de ses concitoyens. Ses funérailles ont eu lieu samedi à l'église Saint-Andrew et Saint-Paul à Montréal et l'inhumation se fit au cimetière Mont-Royal. Soit dit en passant, dans le testament, il cède bien sûr les biens fonciers aux Ursulines, mais tous ces biens pécuniers, là, ses avoirs, là, ses sommes d'argent et tout ça, et les biens qu'il pouvait vendre, là, les objets de valeur, on va dire ça comme ça, là, il les avait confiés à sa sœur, qui, elle, avait pour charge d'envoyer ça aux pauvres, là, aux gens qui en avaient besoin. Alors, M. McLennan était un citoyen, en fait, à la générosité marquée. Et la dernière nouvelle, donc qui traite toujours de la même chose, M. Francis McLennan décédé à 85 ans. Il était, jusqu'à il y a quelques années, un membre brillant du barreau de Montréal. Alors, M. Francis McLennan, CR, conseiller du roi, avocat, autrefois bien connu de la ville de Montréal et un ancien membre de la Société légale McLennan, Howard et Elmer, est décédé mercredi à sa demeure à Loretteville. Il était âgé de 85 ans. Le défunt était le fils de feu Hugh McLennan et de feu Isabella Stewart. Il était né à Chicago, d'où il partit tout jeune pour venir au Canada. Alors, ça, on répète un peu, là. Et à la fin, on dit qu'Alma Stewart l'a précédé dans la tombe il y a quelques années. Ils n'eurent pas d'enfants. Alors ça, le fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants va venir jouer un rôle important, finalement, dans la question de l'héritage qu'ils vont remettre à une communauté religieuse. Donc, on a ici quelques photos. Alors, je vous montre ici une photo qui provient de la collection de notre vice-président Denis Paul, qui est une photo de la ruelle, en fait, des Ursulines, là, qui prend par la rue Racine et qui permet de se rendre au manoir à l'arrière, donc à l'école à l'arrière. Alors, on voit la clôture ici dont il reste certains bouts, là, une clôture comme en tuyau, là, vous savez ce que je veux dire? Et le muret, en fait, également, là, on voit la colonne du muret ici qui se poursuit jusqu'au belvédère, là. Alors, cette espèce de muret-là. Vous allez voir là, dans d'autres représentations que je vais vous montrer que ce lieu-là est super important parce que c'était un lieu où on pouvait observer la chute de la rivière Saint-Charles. Donc, on se trouve juste au coin d'une maison qu'on appelle la maison aidez-moi quelqu'un. La maison de avec un toit rouge. Joseph Rochette. Rochette, merci beaucoup. Joe Rochette. Joe Rochette, avec un toit rouge, là, peinturé en tôle. Là. On la reconnaît un petit peu là, par ces galeries ici. Là. Merci, Denis, d'avoir répondu à cette question. Puis, ben, j'ai essayé à quelques reprises de lire qu'est-ce qu'il y avait sur le panneau ici. Je n'ai toujours pas réussi. Alors, s'il y a des spécialistes en photo, là, on pourra essayer à un moment donné. Voilà. Alors, donc, le chemin qui mène aux Ursulines. Ah, il y a plusieurs personnes, là, quand les gens disent qu'ils connaissent bien Loretteville, souvent, c'est un petit piège qu'on peut leur tendre, à savoir s'ils sont déjà allés marcher dans cette petite ruelle, dans ce petit chemin. Là. Bien souvent, des gens qui pensent bien connaître le secteur, ben, n'ont jamais osé peut-être rentrer dans ce chemin-là pour aller voir l'école au fond. Alors, c'est un secret bien gardé encore à Loretteville, là, ce petit chemin-là. Sinon, on a une photo ici de la maison de Francis McLennan, donc cette maison de pierre, comme je vous le décrivais un peu plus tôt. Alors, qui est prise là en fait, la personne qui prend la photo prend une photo vers l'est, il regarde vers l'est, si vous voulez.
Alors, ben voilà, c'est comme la façade de la maison, si on veut. Alors, quand on arrive dans le petit chemin, on n'arrive pas par la façade de la maison, alors que là, on est à la façade de la maison. On voit ici justement l'arrière, là, je crois bien, de la maison. De l'autre côté, le photographe qui a pris cette photo-là prend la photo vers l'ouest. Puis pour y être allé à quelques reprises, là, ce qui est vraiment là, super intéressant, quand on regarde les pierres de proche, on y remarque en fait des coups de taille, en fait, d'outils qui ont permis à la taille des pierres et qui nous indiquent là, que c'est un travail en fait qui a été fait à la main là, essentiellement. Là. C'est pas comme aujourd'hui on procéderait, là, bien sûr. Alors, c'est pour ça que quand on parlait une couple de mois, là, la construction de la maison, bien, c'est un bel exemple de cette réalité-là. Donc, j'ai une autre photo également ici, un petit peu plus ancienne, où on voit justement là, l'arrière de la maison. Alors, sinon, ici, justement, ce dont je vous parlais un peu plus tôt, on est du côté ouest, on est près de la rue Racine, en fait, sur cette toile de Cornelius Krieghoff en 1854, qui présente la chute, bien sûr, qu'on reconnaît bien, hein, on la reconnaît très, très bien, la chute. On voit même un tuyau ici, je crois bien, ou la dalle qui amène l'eau au moulin à farine. Et sur cette représentation-là, où on voit le pont un peu plus haut et tout ça, bien, ce qui nous intéresse, nous, ici, ce sont les personnes qu'on retrouve ici qui sont à côté sur une clôture en bois, sans doute, et qui regardent la chute. Alors, je vous parlais un peu plus tôt donc d'un chemin. Il y avait un chemin, en fait, qui existait autrefois. On en a plusieurs représentations de ce chemin-là, plusieurs, quelques-unes. Ah, je suis généreux un peu. Représentation de ce chemin-là qui permettent de voir que les villégiateurs, alors c'est clairement le cas ici, là, on a une dame avec une espèce de mini parasol, là, une ombrelle, je pense qu'on appelle ça, là. Alors pour la cacher du soleil sans doute, et un homme à ses côtés qui observe en fait le débit de la chute euh, durant l'été. On regarde aussi, on voit la grande faille qu'on a ici, là, qu'on connaît toutes et tous. Alors, donc, la barrière est plus bas que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, puisqu'il y avait effectivement un sentier qui descendait le long de la paroi et qui permettait, là, donc, sur le terrain des Ursulines, de descendre jusque, ben, pas au pied de la chute, là, mais plus bas là, pour aller observer de près. Aujourd'hui, là, c'est effondré, là, ce serait vraiment pas sécuritaire de descendre là. Mais on a des photos là, au début du 20e siècle où on voit très bien le sentier. Puis comme c'est en pierre sédimentaire, là, c'est pas très solide, ça s'effrite beaucoup. Hein, c'est super dangereux là, d'essayer de s'aventurer là aujourd'hui, bien sûr. Sinon, bien sûr, on va ouvrir la rue des Ursulines, qui s'appelle la rue des Dames Ursulines aujourd'hui, autour de 1955. Puis, bien, on va y construire en fait le couvent, qui est un autre édifice tout aussi important, en fait, pour les Ursulines. Elles vont en faire d'ailleurs leur maison provinciale. Et ben, cet édifice-là va être érigé donc, dans cette rue là, qui va porter le nom des Ursulines en question. Donc, les Ursulines reçoivent le terrain par testament en 1941 à la mort de Francis McLennan. Elles installent un pensionnat, une école dans le manoir, dans la maison de Francis McLennan, si on veut. Et plus bas, elles vont faire ériger donc, ce couvent que vous connaissez sans doute pour plusieurs d'entre vous ici ce soir dans la salle. Voilà. Sinon, on voit sur cette photo, en fait, des vocalises, une chorale de Loretteville, alors, qui présentait un spectacle le mardi 24 mai 1966, on s'en souvient. Donc, ce qu'on voit à l'arrière, là, en fait, sauf erreur, là, je ne pense pas m'être trompé, là, mais je suis presque certain à 100% que c'est effectivement la maison de McLennan. Donc, l'école des Ursulines que l'on voit derrière ces jeunes filles-là. Voilà. Sinon, eh bien, écoutez, là, moi, je voulais discuter avec vous, mais avant de discuter de ces points-là, où je veux vous faire parler, là, puis gardez-le en tête là, quelques instants, j'ai une autre chose à vous montrer avant.
Donc, la famille Langton et les autres domestiques, le boisé des Ursulines, la ruelle des Ursulines, l'ouverture de la rue des Ursulines, l'escalade de la falaise, le sentier le long de la falaise, etc. Je veux vous entendre ces trucs-là. Je veux que vous me racontiez que vous avez fait du ski, que vous avez couru, que vous avez fait du vélo sur le terrain des Ursulines, que vous êtes fait courir après par des sœurs avec des balais, je ne sais pas quoi. Je veux que vous me racontiez ça. Je veux que vous me disiez que vous avez essayé de monter, d'escalader la falaise pas loin de la chute. Dites-le pas à vos parents parce qu'ils vont vous chicaner. Je veux que vous me racontiez ça. Mais avant, je vais départager et te repartager un autre document. Alors, si tu me permets, je départage maintenant. Oh, je te vois. Bonjour tout le monde. Alors, je suis content que vous soyez là et je vais te repartager un nouveau document. Si tu me donnes juste un petit instant pour t'amener voir de manière plus précise le terrain en question. Alors, je retourne. C'est des manœuvres technologiques que je suis en train de faire présentement. Et voilà. Tu devrais voir en fait une vue aérienne du secteur d'aujourd'hui. En fait, je suis sur une application qui s'appelle Google Earth. C'est un peu comme Google Maps, mais en 3 dimensions. Alors, je veux qu'on se situe ensemble un peu ici aujourd'hui. Puis là, je veux te faire parler un petit peu aussi, là, Société d'histoire, de ce qu'on va regarder ensemble. Alors, si je ne veux pas aller trop vite, pas t'étourdir, là, mais ici, là, si tu vois bien le toit rouillé qui est ici que j'entoure, hein, c'est la station-service Irving. Tu as la maison, là, anciennement là, de Mario Boivin, je pense son nom qui s'appelait, qui se trouve ici, là, à droite là, de la rue Racine. Tu as la chute, tu la reconnais bien. Tu as le petit chemin qui s'en va vers l'école des Ursulines. Alors, si je m'approche, tu vois, on arrive ici en faisant quelques tortillons là, à l'école des Ursulines. Alors, on a ici l'école en question, qui est la maison de Francis McLennan, qui a été construite, je te rappelle, sur la plaine. Pour ta curiosité, ici, on a des jeux d'enfants, des modules de jeux. L'école a été agrandie ici avec un gymnase. Alors, je ne me souviens pas là, précisément l'année de la construction du gymnase, mais c'est relativement récent, on va dire ça comme ça. Mais si on regarde bien cette carte-là, il y a plein de choses intrigantes. Hein? D'abord, il y a l'école en question, mais il y a aussi ici là, une autre maison. Alors, une maison avec une toiture mansardée, si je m'approche, tu la vois bien. Elle a une toiture mansardée. Puis, elle n'est pas accessible, cette maison-là, par aucun autre chemin que ce chemin des Ursulines qu'on a ici. De plus, je tiens à vous faire remarquer que les maisons dont on parlait tantôt, là, avec le toit rouge, ici, la maison de Joe Rochette, comme Denis Paul nous l'a mentionné, bien, c'est cette maison-là qui est toujours ici aujourd'hui. Alors, quand je parlais de la vue là, où on descendait aussi, c'était tout près ici, là, sur le chemin tout à l'heure. Moi je veux te faire remarquer ces choses-là. Donc, il y a un chemin qui s'en va vers des maisons qui sont cachées à l'arrière, dont le seul accès est ce chemin-là. On a également la maison là, de Francis McLennan et l'école des Ursulines qui est complètement isolée ou à peu près là, au fond du terrain. Puis si je me recule un peu, je ne veux pas aller trop vite pour ne pas t'étourdir, on va trouver donc le bâtiment plus moderne ici, là, fait que, qui est toujours sur le terrain des Ursulines. Mais évidemment, là, si je regarde cette carte-là, puis je vois les maisons ici sur la rue des Dames Ursulines, c'est des maisons qui ont été délotissées ou délotissées, je ne sais pas comment le dire, du lot original là, de Francis McLennan, mais également des Ursulines. Là. Alors, donc, les maisons anciennes qu'on a là, sur le secteur ici, c'est bien sûr les maisons de la rue Racine. Donc, on a la maison d'Ernest Trudel ici, là, au coin de la rue. Puis, on a des maisons qui ont été démolies, là, dont une maison en briques là, pour ouvrir la rue au milieu des années 50. Puis, les maisons qui sont ici après sont toujours là et étaient là depuis une bonne partie au moins du 20e siècle, sinon même de la fin du 19e. Alors, les maisons à partir d'ici, là, sont des maisons là, des années 60, 50, 60, 70. Là.
Donc, c'est un immense lot, comme tu peux voir, là, je vais reculer un petit coup, qui est borné et bordé par le canyon. Donc, on ne peut pas aller dans la rivière là, à partir de la résidence des Ursulines, on le comprend bien, ou de Francis McLennan. On voit l'immense lot ici, le boisé, là, également, là, qui est toujours en place, et une partie des terrains des Ursulines plus bas, hein, dans l'impasse Marie-Guillard, qui ont été construits là, probablement dans les années 90, là, ces maisons-là, et qui ont été faisaient partie du lot original là, des Ursulines, qui descendait, comme vous le voyez, là, très, très bas sur la rivière. Alors, tout ce lot-là, là, toute cette bordure ici, là, entièrement boisée, ben, ça faisait partie des terres de Francis McLennan et en partie également auparavant, je ne vous l'ai pas encore dit, mais au père d'Alma Stewart, Andrew Stewart, qui possédait une partie des terres en 1873 et à sa mort en a fait hériter ses enfants et en partie sa fille Alma Stewart. Alors, donc ça, je voulais te montrer ça. Je ne sais pas s'il y a des réactions là, en lien, là, je ne vous vois pas, là, mais s'il y a des gens qui ont des réactions, là, osez prendre la parole là, pour Monsieur voir. Lucier, moi, Oui, j'aurais aimé ça savoir au départ là, de monsieur ou madame Stewart, c'était quoi à peu près la grandeur du terrain en lieu ou en hectares, juste par curiosité. et bon, là, vous me coincez. Je ne le sais pas, mais c'est clairement pas un lot minuscule. C'est un énorme lot. C'est un lot qui a une forme irrégulière aussi, là, mais c'est D'accord. un très gros lot. Là. Je pourrais faire des OK, d'accord. vérifications. Non, non, Ouais, c'est beau. D'accord. éventuellement. Je sais pas, j'ai entendu Vincent Savard aussi. Oui, ouais, j'aurais un petit élément de réponse. Oui, Francis McLennan, ouais, il a acquis les parts de ses beaux-frères et belles-sœurs. exact. Et sa femme avait une part, évidemment, dans Oui, l'héritage de son père. tout à fait. Et donc, Francis McLennan a acquis les parts de ses beaux-frères et belles-sœurs sur un lot originaire de, je pense, c'est le 668. Et il a par la suite fait de l'acquisition de terres Oui, agricoles voisines. Ah, c'est exact. ça. Et là, OK. l'actuelle rue des Ursulines, là, les Dames Ici, Ursulines, les Ursulines en ont hérité des deux côtés de la rue. oui, D'accord. Jusqu'à l'arrière des propriétés situées au nord de la rue des Ursulines, Oui, ça a été acquis ça, par Francis McLennan, d'accord. non pas de la famille Stuart, mais des cultivateurs. Ben, tantôt, oui, Mario a mentionné Blondeau, mais je oui, ne exact. me rappelle pas, il y a eu deux acquisitions de terre. Hein. Oui, oui, oui. Ça se rendait jusqu'à l'arrière des propriétés de la L'essor. rue Lessard. Vous Ah voyez oui, ici, on là, voit. C'était la énorme. maison, justement, la maison qu'on a ici, là, c'est la maison là, de la famille de Gérard Lantier. Alors que certains ont connu sans doute. Là. Et lui, Gérard Lantier, quand il était petit, il disait ben, jusqu'à son terrain, c'était les vaches. Il Exact. voyait les vaches là, donc de la terre. Avec tout Mais c'est ce que je. agricole. C'était agricole, Oui. effectivement. Puis, on remontait là, jusqu'aux maisons anciennes qu'on retrouvait sur le chemin en haut. Donc, la rue Racine là, qu'on a ici là, OK. dans la courbe. Là. Ah, ben Donc, ça, c'est un énorme lot. Là. Oui. D'accord. Moi, j'avais, quand je vois ces photos-là, est-ce que je peux. Oui, allez-y, M. Gariepi, je vous reconnais. Allez-y. Bon, d'accord. Alors, moi, j'ai des souvenirs parce qu'à côté de la maison qui a un toit rouge, Ici. c'était la maison du docteur Lausier, qui était notre médecin de famille, Oui, qui OK. était sur le coin Oui. et qui est décédé dans la cinquantaine, assez jeune. Et sur la rue qui a été ouverte, là, ici. qui descend, que tu nous montres, Oui, il y a Raymond Martel qui était construit là, puis qui est décédé l'an passé, le oui, pharmacien. oui, Et il y a aussi mon cousin Claude Durand, qui est le frère de Céline, oui. qui s'est construit dans les premières maisons à cette époque-là. Donc, au milieu des années 50. Là. C'est ça. Alors, Oui, c'est très bien de nous montrer ce qu'on voit à l'écran, là, parce que ça nous permet de se replacer pas mal. On voit le stationnement de l'hôtel Loretteville, où quand on était jeune et qu'on n'avait pas l'âge pour aller à la taverne, ben,
comme on rentrait par en arrière, Il y avait personne qui vous vérifiait, là. Hein? Il n'y a personne qui. Il n'y avait pas de il ne nous demandait pas notre téléphone avec notre. Votre code QR. C'est ça, il n'y a pas de code QR. Alors, c'est une très bonne photo. Je vais avoir autre chose plus tard, mais Allez-y. est-ce que je peux y aller maintenant? Oui, allez-y, M. Garriépi. On est dans la section On jase, là. Bon, alors, ma fille a été au pensionnat dans les années 80. Oui. Alors, à l'époque, il y avait en tout 70 élèves et il y en avait 27 qui étaient pensionnaires. OK. Et donc, il y en avait 9 en première année, 9 en deuxième. Et ça a été très compliqué d'avoir une de ces 9 places-là. Ah oui? Et on a été bien contents quand ça a fonctionné parce que j'ai des cousines qui ont étudié là et d'autres. Et ce pourquoi je veux le mentionner, c'est que quand ma fille a été admise, elle n'était pas baptisée. Oh! Alors, je pense que les religieuses ont fait une exception. OK. Mais une fois rendue en deuxième année, la directrice nous fait venir, puis elle dit, vous savez, elle dit, Ève, on lui a parlé, puis tout ça, puis elle aimerait ça être baptisée. Oh! Alors, si vous voulez, dans 3-4 mois, là, au printemps, on va faire une fête, un congé, et on va organiser le baptême à l'église de Loretteville. Oui. Alors, mais je ne sais pas si c'était une première qu'ils acceptaient un enfant qui n'était pas baptisé. En tout cas, je comprends. Ça fait que récemment, j'ai retrouvé j'ai retrouvé des photos du baptême. Ah oui. OK, alors on voit bien je ne me souviens pas le nom du prêtre, par exemple, mais quelqu'un peut le reconnaître, là, sans doute. Mais en tout cas, alors c'était quelque chose que je voulais mentionner. Je me souviens très bien que comme elle était pensionnaire, ben, on amenait notre fille le lundi matin. Oui. Et on allait la chercher le vendredi après-midi. Oui. Le vendredi, moi, je prenais souvent quelques heures de congé, pas pour la ramasser sur le terrain, mais je rentrais à l'intérieur. Oui. Puis là, j'allais jaser avec les sœurs, puis ils me disaient qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine et tout ça. Et je me souviens que l'hiver, le foyer était toujours allumé. Oui. Et ils avaient un chien superbe. Je ne me souviens pas si c'était un setter irlandais ou quelque chose comme ça, mais il y avait un superbe chien qui était toujours couché devant le foyer l'hiver. Alors, des fois, je passais 1 heure le vendredi après-midi à jaser puis à me réchauffer devant le foyer. Alors, il y en a d'autres qui sont là ce soir et qui ont dû avoir des enfants certainement. aussi. Mais comme nous autres, on avait choisi le pensionnat pour toutes sortes de raisons, ben, on était bien contents. On savait qu'elle était en sécurité, puis en plus, ben, qu'elle avait une bonne éducation. Absolument. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage, M. Garriépi. C'est très, très intéressant de voir que même les gens d'ici, finalement, avaient choisi, là, pour certains, cette école bien cachée là, au fond là, du boisé des Ursulines. J'aimerais ça vous entendre collectivement là, sur la maison qui est ici. Là, bon, j'ai des indices là, de la réalité de cette maison-là. Là. Mais est-ce que vous avez... Oui, Denis? Moi, j'ai connu les Langton. Là. M. Langton, qui était fermier, il restait là dans cette maison-là. C'était sa maison. Oui. Alors, lui, c'est lui qui s'occupait des terres, finalement. C'est ça. Oui. Donc, la famille Langton de Loretteville. Oui. Donc, il vivait dans cette maison-là. Puis, bien... il y avait une grange à côté. Là. Il y avait des... Vers ici ou... Oui, peut-être. Là. Je regarde ces vagues. Peut-être que Francine s'en rappelle plus que moi, là, mais il y avait une grange là. Puis il y avait des bâtiments. Là. Moi, je ne me rappelle pas de la grange, mais je me rappelle que Mme Langton avait des belles fleurs en avant. Oh! OK. Moi, je me rappelle de la grange. Oui. Et puis, je me rappelle y être pénétré et que M. Langton m'a montré un raton laveur qu'il avait
apprivoisé. Ah oui? Et ça m'avait surpris. J'en doute pas. Puis là, évidemment, eux, les Langton, ils travaillaient là, pour la famille, là, les Ursulines, ultimement, là, mais avant, est-ce que vous savez s'ils étaient là avant le don aux Ursulines? Non. Est-ce qu'ils étaient là du temps des. Non, non. Avant notre temps, ça, Mario. Bon, non, je sais que c'est dans votre temps, là. Puis C'est avant notre temps. que vous n'étiez pas né en 1940, là. Mais non. je sais. Je ne peux pas te le dire. Mais papa qui restait dans la maison du docteur Lausier, là, dans le fond, il est resté là, mon père. C'était à ma grand-mère, cette maison-là. Et il connaissait Kenny Langton, puis c'est la famille. Là, puis, donc, c'est marié en 1946. Fait quand ils sont arrivés, je ne sais pas. Si tu retournes sur cette maison-là, la maison qui est rendue la coiffeuse, là, au coin de la rue, ici, là? Entre la maison, il y a un garage à côté. Oui. OK? Puis, entre la maison et le garage, il y avait un droit de passage pour aller. Ici. Oui. Il ne pouvait pas. Il y avait une clôture, là, mais qui s'ouvrait parce qu'il y avait un droit de passage pour aller dans les terres en bas. Là, il y avait une espèce de carrière, à peu près où sont les sapins. Là. Il y avait il y avait une espèce de carrière, là, ça coupait droit, puis il y avait des grosses pierres. Là. Puis, Dr. Lausier avait acheté des terrains, les 2 premiers terrains, dans le fond, de la côte. Là. Parce que lui, au départ, ça arrêtait à peu près à la ligne des arbres. Là. Il avait acheté les premiers terrains pour ses enfants. Là. Il y a eu François, puis il y a Claire, Hélène, en tout cas. Il avait acheté des terrains. Puis après ça, de ce côté-là, c'est toutes les. Il y avait Raymond Martel, le notaire Lheureux, Dentiste Brouillette, quelques-uns là, qui avaient acheté des maisons d'eau. Un contracteur aussi. Oui, un contracteur, je ne me rappelle pas tous les noms. Là. Puis de l'autre bord. Puis quand ils ont enlevé la maison, puis ils ont ouvert la rue, là, nous autres, on était là. Ouais. Quand ils ont démoli les 2 maisons qui étaient ici. Là. Ouais. Ils ont ouvert la rue en gravelle, puis nous autres, on prenait des raids en express dans le temps, pour celui qui se rendait le plus loin possible sans se casser la gueule. Là, en gravelle? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, là, mais la personne n'a pas indiqué son vrai nom. Là. Alors, allez-y, la personne. Oui, c'est René. Moi, j'ai travaillé au Musée des Ursulines à Québec environ 25-30 ans. Oui. Vous seriez surpris par toutes les archives qu'il peut y avoir là-bas. Vous seriez sûrement, vous pourriez le demander quand si les Ursulines étaient en place avant justement là, le legs là, de monsieur. Puis vous auriez énormément de renseignements parce que les archives sont toutes conservées là-bas. Oui. Ça peut être une indice pour vous. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça y aller, effectivement. On pourrait mandater un membre de notre équipe pour. Non, mais vous pourriez même téléphoner. Je suis certaine qu'ils pourraient vous faire des recherches parce qu'ils sont très à jour dans leurs archives. Ben d'ailleurs, Claire Desrivières, qui a écrit la petite plaquette qui s'intitule « Autour d'un testament », eh bien, elle cite justement, en fait, les sources. Et parmi les sources qu'elle cite, il y a évidemment les archives des Ursulines. Là. Alors, ça m'étonne a priori vraiment pas là, que les Ursulines là, aient bien conservé, en fait, toute l'histoire de ce terrain-là, là, bien sûr. Mario? Monsieur Vincent Savard, la parole est à vous. Claire Desrivières, est-ce que c'est une Ursuline? Oui. Qui est parti de la rue Saint-Amand pour rentrer au couvent. Exact. Denis, je sais que Denis a une histoire à propos de ça. Là. Denis, peut-être pour la raconter. Elle restait sur la rue Saint-Amand, au bout là, de la rue. Puis ma mère a été élevée sur la rue, puis ils l'ont vu passer avec la voiture de son père, là, le chauffeur, là, puis son coffre, elle s'en allait rentrer chez les Ursulines cette journée-là, à quel âge qu'elle avait, peut-être 18-19 ans, je ne sais pas. Oui. Mais moi, je l'ai connue, Claire, quand ils ont ouvert le noviciat, le bâtisse en bas, là, elle est venue travailler là. Moi, j'étais servant de messe, puis j'y ai déjà parlé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Claire Desrivières, donc c'est elle, c'était une Ursuline, là. Oui. C'est elle qui est la fille du juge Eugène Desrivières, qui a rédigé cette plaquette-là autour d'un testament, effectivement. Elle doit être décédée aujourd'hui, j'imagine, probablement. En récent temps, facilement. Facile. Alors, d'autres réactions, là, M. Savard, je ne sais pas si vous aviez terminé. C'est-à-dire, pour en rajouter sur ce que
sur ce que Denis Paul vient de dire. Oui, exact. Les servants de messe, je vous rappelle, moi, j'ai moi-même servi la messe dans la petite école et dans l'autre bâtiment là, qui est plus récent, qui est, je ne sais pas si on peut dire un genre de scolastica ou je ne sais pas quoi. C'était un noviciat. Il était... Noviciat. Bon, alors, on servait la messe là. Dans la petite école, je l'ai servi à l'âge d'à peu près 10-11 ans. Ah oui? On m'accueillait le matin très tôt. Okay. Quand j'avais réussi à me lever le matin, et on m'accueillait très tôt. C'était une petite religieuse ursuline, toute petite, qui était à peine plus grande que moi et qui était d'une gentillesse épouvantable. Probablement qu'elle remarquait que j'avais encore mon oreiller dans la face. Et elle me remettait mon 25 cents après la messe, évidemment, pour me rémunérer pour mon déplacement. Mais ça m'est arrivé certains matins de ne pas me présenter. D'accord. Je ne m'étais pas réveillé. Alors, le curé était obligé de se servir même. Je pense que c'était l'abbé Sylvain, ça se peut-il? Oui, ça se peut, l'abbé Sylvain, je me rappelle de l'abbé Sylvain. Je pense que c'est ça, il était aumônier chez les Ursulines. Oui, il était à Loretteville, là. Voilà. Alors, il y a deux participants qui ont levé la main, là. Attendez un petit peu, là. C'est d'abord M. Gariepi et Mme, que je n'ai pas bien entendu le nom. Allez-y, M. Gariepi. Là, en entendant d'autres participants là, parler d'une petite religieuse tout petite, là, je ne me souviens pas de son nom, mais dans les années 80, il y en a une qui avait autour de 95 ans et elle se levait à 4 heures tous les matins pour faire du gruau pour les pensionnaires. Oh! Alors, ce n'était pas du gruau en boîte, c'était vraiment la vraie recette. Alors, c'est peut-être la même petite personne. Alors, c'est un lien que je fais avec ce que je viens d'entendre. Probablement, il y a des bonnes chances. Alors, il y avait une madame aussi là, qui avait parlé tantôt. C'était-tu une nouvelle réaction que vous vouliez faire? Ou, non, c'est terminé. C'est correct. Je ferai des recherches moi-même sur le registre foncier. C'est bien, merci. D'autres réactions sur... Moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle, je ne sais pas s'il est encore là, j'espère que oui, là, qui a travaillé comme laveur de vaisselle ici au couvent des Ursulines. Alors, en l'occurrence, mon frère, Guy, est-ce que tu es avec nous, Guy? Il ne répond pas, enfin. Alors, mon frère Guy, alors qu'on était, pas moi, parce que je suis beaucoup plus jeune que lui, là, alors qu'il était adolescent, en fait, allait faire la vaisselle aux Ursulines. C'était son premier emploi d'été. Ou emploi étudiant, là, je ne sais pas trop à quel moment de l'année qu'il allait faire ça. Là. On parle là, du début des années 80, là, probablement là, même la fin des années 70, là, plus ou moins. Alors, donc, c'est son premier emploi. Un autre de mes frères avait fait ça avant lui également. Là, donc, aller faire la vaisselle là, à la cafétéria là, où les sœurs mangeaient et tout ça. Là. Alors, donc, un premier emploi ici là, aux Ursulines. Sinon, on a parlé de la famille Langton, des domestiques. Y en a-tu, en fait, qui ont des histoires de « je me suis sauvé par le boisé en vélo, en ski, à la course, etc. etc. » Ben, je ne me suis pas sauvé, mais j'ai fait du ski sur un endroit qu'on appelait les Trois-Côtes. Ouais. Trois-Côtes, et puis c'était assez dangereux à l'époque. Et aujourd'hui, une partie de cet espace-là est occupée par les propriétés de l'impasse Marie-Guillard. C'est-à-dire, en réalité, c'est le parc Gabiplot. Oui. C'est le parc Gabiplot qui a été fait partie d'un ensemble immobilier qui a été vendu par le dentiste Brouillette à un promoteur qui a développé l'impasse Marie-Guillard. Ça faisait partie du terrain des Ursulines. Ça. Absolument, ici, là, jusqu'ici. C'était un endroit où on pouvait faire du ski et l'été, évidemment, on pouvait déambuler un peu sans autorisation. Là. Oui. Donc, c'était un endroit assez important pour les gens du bas de Loretteville.
Oui. C'est un endroit fréquenté pour des activités, disons, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hébertisme. Il y avait beaucoup d'arbres, on pouvait marcher le long de la falaise. Effectivement, il y avait des endroits qui étaient assez. Donc, on aimait beaucoup l'endroit. Voilà. Il y avait une source aussi. L'hiver, quand on faisait du ski, on arrêtait là, à la Elle est source. toujours là. Elle est Oui. encore là. Oui, oui, On oui. est dans le parc. L'eau est toujours là. Si, là, à peu près, là. Oui. Voilà. Mais Un d'ailleurs, escalier qui donne accès, là. oui, c'est ça. C'est pas dans ce coin-là qu'on traverse, là, d'ailleurs. Là. On traverse un petit peu plus haut. On traverse à peu près à la hauteur du premier segment de la rue Marie-Guyard. Là. Ici, à peu Derrière près. la maison Oui. à briques rouges. Là. On le voit bien ici. Ah, Là. on le voit, c'est ça, exactement. On voit la passerelle. Donc, le sentier linéaire, là, lors C'est extraordinaire, cet endroit-là. du 400e anniversaire de la Ville de Québec, là, la Ville a promis de construire un sentier là, du fleuve au lac Saint-Charles. Puis ici, ben, c'est un des endroits où on traverse sur une passerelle qui est magnifique, soit dit en passant, là, à l'arrière du petit parc Biplo, puis tout ça. Là. Voilà. Là. Donc, alors, donc, des séances de ski dans les trois côtes. Évidemment, les sœurs, vous attrapez parfois ou. Non, Jamais. les gens ne nous attrapent pas. Non, Jamais. jamais. Francine, vas-y, Francine. Ben, moi, je me souviens d'être allée justement au noviciat où les sœurs de la Charité de Saint-Louis nous amenaient pour faire une retraite. Ah oui. Ouais, c'était pas drôle, ça. Alors, on nous envoyait dans le boisé alentour pour réfléchir à nos péchés qu'on devait dire au curé après. D'accord. Ouais, c'était vraiment pas le fun, ça, ce bout-là. Moi, j'aimais ça. Alors. Quand on n'a pas de péché. Ben oui, Elle s'en inventait quand on n'avait pas. Ouais. C'est vous qui le dites. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à. Oui, moi, Céline. Là. Allez-y, Madame Durand. Allez-y, on vous écoute. Nous autres, on allait acheter de la crème à toutes les semaines Ah oui? chez les Ursulines. Oh. Puis là, j'ai vu la petite porte qu'on prenait par en arrière. On descendait dans le sous-sol. Puis là, Par on ici, avait là? notre chopine de crème. Par ici, quelque part, là? Ouais, ben là, non, ça, c'est le côté, ça. L'autre En côté. arrière. L'autre côté. Je suis capable de me On tourner. l'a là, vu là. tantôt, là. Oh, je vais essayer de me tourner, là. Plutôt ici, là. Ah, Vers ce c'était- côté-là? Oui. Il y avait une descente au sous-sol, là. Puis on allait Ah oui. chercher notre crème, là. C'était la crème qui était produite sur le terrain par les vaches. Ouais, sur le les terrain? vaches, là, de La M. crème chez ma Langdon. grand-mère, là, ben même chez mon oncle René, là, tu mettais le couteau, là, il grouillait pas. Ça, c'est Mme Drolette qui vient de parler. Là. Alors, ben, merci beaucoup, Mme Durand, pour votre anecdote de la crème. Là. Vous avez des belles histoires de crème. Là. Des fois, c'est chez le Russe aussi. Là, vous allez chercher de la crème, en tout cas. Alors, donc, on voit aussi, justement, je me suis tourné un peu dans le point de vue, puis on voit bien, en fait, la question du canyon. Là. Vous voyez, la maison là, de McLennan est là. Puis ben, le canyon est très profond. C'est impossible ou presque de descendre là, en sécurité. J'en profite pour glisser un mot aussi sur. En 1990, on a descendu en fait une passerelle. Une passerelle qui se trouvait sur le terrain, qui avait été transportée sur le terrain de balle ou à peu près là, du parc de l'Orme. Puis on est venu la déposer en fait dans le canyon. Ben là, on ne voit pas précisément l'endroit, là, ça serait difficile pour moi de trouver. Parce qu'il y avait à ce moment-là un escalier qui descendait et on pouvait traverser de l'autre côté et longer, en fait, toute la paroi du canyon du côté du terrain des Ursulines. Évidemment, ce sentier-là a été fermé là, il y a une quinzaine d'années parce que les Ursulines, en fait, ne permettaient plus que des gens circulent de ce côté-là, parce que la falaise étant très haute et très friable, elle était en roche sédimentaire, bien ça pouvait tomber sur les gens là, à tout moment, là, puis blesser des gens là, qui faisaient une activité ludique là, en marchant le long du canyon. Alors, le sentier se rendait là, jusqu'à la chute, au pied de la chute, et on pouvait revenir là, et remonter là, pour aller voir ça. Là. La plateforme, là, la passerelle avait été prise par un hélicoptère et descendue dans le canyon
pour aller la fixer. Il y avait des employés à ce moment-là qui étaient allés la fixer. Alors, à l'époque, moi, je travaillais pour la ville de Loretteville. Je travaillais au terrain de jeu qui se trouve ici, au parc de l'Orme. Et on avait vu l'hélicoptère arriver puis prendre. Oups, là, je suis rendu pas mal trop au parc de l'Orme, vous vous reconnaissez. Et descendre la passerelle à ce moment-là. Alors, ça va, je vais revenir en fait je vais départager, arrêter le partage. Puis, je vais, en fait, je vais prendre vos réactions. Là, je sais que M. Bernard Poirier m'avait envoyé une anecdote, puis j'ai le goût qu'il la partage au plus grand nombre. Puis après ça, je redonnerai la parole à M. Gariepi qui a levé la main à nouveau. Là. M. Poirier, c'est savoureux ce que vous m'avez envoyé, alors je vous laisse raconter cette anecdote-là. Là. En fait, j'en ai peut-être 3. Une, c'est que je me suis marié à la chapelle des Ursulines Ah ouais? le 24 janvier 1976. On ne voulait pas se marier à la messe de 4 heures avec tout le monde. Puis le curé de l'époque, c'est Jean-Claude, je ne me rappelle plus. Jean-Claude Matt. Matt, c'est ça, Jean-Claude Matt. Il nous a suggéré, il dit, j'ai peut-être une solution pour vous autres. Il dit, je vous reviens avec ça, il dit, dans quelques jours. Puis il s'est informé parce qu'il y avait eu les Ursulines lui avaient soumis l'idée que peut-être qu'ils pourraient faire des mariages dans leur chapelle. Et puis, on a été le premier qui a été fait là. C'était en janvier 1976. Par la suite, on était très bien accueillis, évidemment. Par la suite, elles avaient dit qu'elles n'en feraient pas d'autres parce que elles avaient trouvé ça très dérangeant. Évidemment, en hiver, avec les manteaux, puis les bottes, puis tout ça, c'était quelque chose. Mais on avait beaucoup apprécié cette opportunité-là. Ben oui, je comprends bien. Ouais. Puis ça, c'était la première anecdote. Oui, je pense qu'après, il y en aurait eu d'autres, mais peut-être pas en hiver, en tout cas, je ne sais pas. L'autre anecdote, c'est que j'ai une amie qui vers 1960 étudiait chez les Ursulines de Québec. Puis, elle me racontait l'année passée que à la fin de l'année scolaire, pour récompenser les élèves, les Ursulines de Québec les amenaient à Loretteville pour un pique-nique. Et aussi qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de clôture, elle se souvient que les enfants, les jeunes descendaient à la rivière, puis elle se souvient qu'il y avait énormément de poissons dans le lit de la rivière. Peut-être que c'était la période de frais. Mais en tout cas, les jeunes s'installaient au-dessus des cuvettes d'eau, avec les 2 pieds dans l'eau, puis ils étaient capables de ramasser des poissons à main nue, assez pour remplir une chaudière. Hey. Et cette semaine, je lui ai reparlé, puis elle me dit bien évidemment que les poissons, c'est pas nous autres qui les a mangés, on les a apportés aux Ursulines à Québec, mais ça ne faisait pas partie du menu des élèves, par exemple. Malheureusement. Ça, c'était la deuxième anecdote. C'est vraiment savoureux. J'adore ça. La deuxième anecdote, c'est qu'elle se souvient d'être venue au moins une fois dans un cours de botanique, plus rendu au secondaire 1 ou 2, là, dans un cours de botanique, de venir à Loretteville pour garnir leur herbier, faire leur herbier dans les sentiers là, de la chute, puis sur les terrains des Ursulines. Oui, génial. Ben, parce qu'il y a un microclimat, en fait, dans le fond du canyon. Là. Il y a des plantes qui poussent là, qui ne poussent pas ailleurs. C'est pas étonnant qu'elles soient allées là, effectivement. Allez, merci beaucoup, M. Poirier. Plaisir. Alors, il y a M. Gariepi et M. Savard après. M. Gariepi. Bon, rapidement, là, on vient d'entendre parler du pique-nique annuel là, de Québec. Il y avait aussi un pique-nique au mois de juin où ils invitaient les familles des enfants, puis c'était, me semble, un samedi après-midi. Alors, on rencontrait tout le monde, des parents des autres enfants, puis tout ça. Alors, c'était intéressant. Le hasard faisait que c'était toujours une belle journée ensoleillée. Et quand tu nous as montré l'autre côté de la maison, là, quand Céline a parlé de la crème, je me suis rappelé que pendant le temps des sucres,
pour amuser les pensionnaires, il faisait toujours entailler une cinquantaine d'érables pour faire du sirop d'érable et tout ça. Fait que c'était comme des activités parascolaires pour les pensionnaires. C'est ça que j'avais ajouté. Merci, merci. Monsieur Guerrier, puis donc le sucre d'érable, évidemment, il y aurait une grosse production à avoir là-bas, là, effectivement. Monsieur Savard-Vincent, ensuite Denis Paul. Oui, c'est ça, je vais vous révéler. D'abord, ça me fait plaisir d'entendre Bernard mentionner qu'il s'est marié là, parce que mon épouse insiste pour que je mentionne que ma sœur s'est mariée là. Ah oui? En 78, mais pendant l'été. Et je pense qu'il y avait un lien avec le fait qu'elle avait étudié chez les Ursulines. Ma sœur, qui s'appelle Anne, avait étudié, elle avait fait quelques années du primaire, c'est quand même pas long. Je pense que c'est ça, les 3 premières années du primaire chez les Ursulines. Et ça avait été un argument qui avait fait en sorte qu'elle avait pu se marier à l'école. Oui. Un événement plus ancien, c'est que j'ai accompagné ma tante Diane, la sœur de ma mère, qui c'est la dernière des enfants d'Albert Vincent et Marie-Jeanne Fizette, au début des années 50, probablement en 54-55, alors que on avait soupé chez mes grands-parents Vincent, et on avait accompagné Diane, qui était pensionnaire chez les Ursulines. On était monté jusqu'à sa chambre pour l'accompagner. Je pense qu'elle n'aimait pas tellement être pensionnaire. Et ma mère l'avait encouragée à endurer cette longue période. En réalité, c'était à chaque semaine qu'elle sortait. Lâche pas, ça va bien aller. Là, exact, c'est ça. Ouais, alors, donc, et puis, je me rappelle, écoute, j'avais peut-être 5-6 ans. Là. Ah oui. C'était toute une aventure pour ma tante, là, qui était très jeune. Elle devait être en 2e ou 3e année. Hein. Et donc, c'est ça. C'est une petite anecdote là, voilà. où la vie scolaire des Ursulines était assez intense pour certaines personnes. Sauf erreur, je pense qu'il y a encore des Ursulines qui habitent là, dans l'étage. Il y en a quelques-unes encore, là, même s'il y a des enfants qui vont à l'école en bas, là, je pense qu'il y a encore. En tout cas, moi, j'étais allé visiter. En fait, c'est la seule fois de ma vie que j'ai mis les pieds là. Lorsque ma fille, ma plus vieille, avait 4 ans ou à peu près, on était allé visiter pour le plaisir, là, sans avoir l'intention de les envoyer là hors de tout doute. Là. C'était plus la curiosité de ma part d'aller visiter. Puis il y avait des religieuses en fait qui habitaient encore en haut à ce moment-là, là, qui nous avaient salués et tout ça. Là. J'avais trouvé que c'était un bâtiment magnifique, là, soit dit en passant. Là. Il mériterait d'être classé, mais enfin. Alors, Denis avait également levé la main. Denis Paul, on vous écoute, Denis. Oui, bien, Vincent parlait tantôt qu'il y avait 25 sous pour aller servir la messe. À la paroisse, il nous donnait 10 cents. Oui. Et le dimanche, moi, je servais la messe le dimanche au noviciat, puis les sœurs nous donnaient 25 cents. Et en paroisse, on n'avait rien. Alors, quand même, c'était quelque chose. Je voulais rappeler tantôt, on a parlé du noviciat. Et en 68, à peu près, il y avait des novices qui venaient chez les religieuses. Là. Et l'été, au terrain de jeu, on prenait des novices comme assistantes monitrices. Elles voulaient connaître un peu la vie, disons, connaître les gens, puis servir aussi la communauté. Alors, elles venaient, puis elles étaient habillées en novices, là, avec un tablier, puis leur voile. Puis il y en a qui donnaient des cours de flûte, l'autre faisait du théâtre, l'autre faisait des jeux. Il y avait quel âge à peu près là, quand ils faisaient ça? C'est des filles qui avaient à peu près 18, ils étaient de notre âge, 18-19 ans. Là. OK. Fait qu'ils ne venaient pas à vos parties de moniteur le soir, là, je pense. Non, c'est ça. Puis quand moi, j'étais directeur du terrain, puis quand on les rencontrait individuellement, parce qu'ils voulaient avoir une évaluation, ils ne pouvaient pas être seuls avec nous autres. Il fallait toujours qu'ils soient deux. Là. Fait que moi, je disais à l'autre, écoute pas, là, on va se parler. Là. Puis, des fois, on sortait du sujet. Là. Ouais. Puis, bon. Merci pour l'anecdote. Je ne savais pas ça. C'est intéressant quand même. Là, parce qu'a priori, c'était probablement pas nécessairement des gens d'ici. Donc, non, c'était des filles. Ils venaient de partout. C'était le noviciat. Donc, ils venaient apprendre à être religieuses. Là. Exact. Merci pour l'anecdote, Denis.
Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres mains levées. En fait, tantôt, là, je vous avais dit qu'on reviendrait au PowerPoint, mais essentiellement, il y a Francine. Oui, Vas-y, mais c'est juste Francine. pour souligner que la nouvelle directrice générale de l'École des Ursulines est l'ancienne candidate de M. Labaume. Exactement. Mme Marie-Josée Savard a été nommée directrice, en fait, qui va prendre fonction à la fin de l'été. De l'école. De l'école des Ursulines, exactement. Elle ne rentre pas en religion, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Je pense pas, non. Je pense pas qu'il en accepte encore, d'ailleurs. J'imagine qu'il en prendrait, là, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Hey, Alors, ben oui, c'est ben, vrai. Je sais pas. En tout cas, ben merci. J'ai vu ça passer cette semaine, Francine. Je m'étais dit que je le dirais, là, mais ça m'était sorti l'idée. Mais c'est vrai, là, ma équipe Marie-Josée Savard, là, la dame en question, elle s'en va directrice de l'école, des deux écoles, en fait, à Loretteville et en ville. Voilà. C'est fou parce que, tu sais, essentiellement, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, hein, que les Ursulines sont à Loretteville. Hein. Des fois, quand on le dit, ça surprend beaucoup les gens qui ne sont pas du secteur, ne connaissent pas l'histoire du coin, là, comme des initiés un peu plus là, comme vous et moi. Là. Puis c'est vraiment le fun de raconter cette histoire-là, qui est une belle histoire en soi d'un humaniste. Là. Essentiellement, là, McLennan, c'était un humaniste là, qui a utilisé son bien foncier pour une cause là, à laquelle il croyait avec sa femme, soit l'éducation des enfants, d'abord des jeunes filles, puis ensuite là, des enfants, garçons et filles. C'est quand même une belle histoire, là, cette histoire-là, puis que les Ursulines sont encore présentes sur le territoire, sur notre terrain. Ils n'ont pas vendu beaucoup, là, ils ont vendu un peu de terrain là, avec les années. Là. Mais quand on regarde là, la vue qu'on voyait tantôt, là, c'est surprenant de voir à quel point là, elles ont encore un boisé immense là, qu'on devrait s'arranger pour faire préserver, là, pour que ça soit lotissé éventuellement. Là. On devrait faire ça un jour. Alors sinon, bien, écoutez... Mario? Oui, M. Gaudreau, allez-y. Le centre, la maison provinciale des Ursulines a changé de vocation. C'est vrai. Il y a juste ceux qui sont membres du conseil provincial qui demeurent là. Les autres Ursulines sont déménagées au Jardin d'Évangéline. C'est maintenant un centre de spiritualité. On voit déjà des annonces parfois qui passent sur Facebook ou ailleurs. Là. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir moins de sœurs qu'il y en avait. Mais effectivement, ça demeure la maison provinciale des Ursulines où les conseils où les religieuses de par le monde se réunissent à Loretteville pour discuter de l'avenir des religieuses. Exact. Ben, merci beaucoup pour cette information. On a Sœur Noëlla Godreau qui a passé 60 ans au Japon, qui est revenue au Canada pour prendre sa retraite à 85 ans. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? C'est la famille des Godreau. Oui. Descendance de Gilles, donc ça fait partie de loin de ma famille. Oui. Donc, elle traduit, quand les sœurs japonaises viennent ici à Loretteville, c'est elle qui sert de traductrice pour les réunions de conseil. Merveilleux. Tout à l'heure, allez-y, M. Gariepi, oui. Tu as parlé du docteur Brouillette qui avait acheté des terrains. Oui. Mais jusqu'où ça se rendait? Parce que sur le bord de la rivière, il y a une maison. Gilles Rochette s'est construit il y a très longtemps. Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que les terrains du docteur Brouillette allaient jusque-là? M. Savard a levé la main. Je pense qu'il y a peut-être des informations à dire à ce sujet. Allez-y, M. Savard. Là, je ne voudrais pas révéler des actes relatifs à Conrad Brouillette, mais je peux vous dire que la vente du terrain, la partie du terrain des Ursulines qui a été vendue, qui a servi au développement de l'impasse Marie-Guyard, ça a fait grincer des dents à Loretteville, particulièrement du maire de l'époque. Denis Giguère. Non. Le maire Beaulieu. Le maire Beaulieu s'était opposé à la vente, c'est-à-dire au développement du terrain des Ursulines. Mais à ce moment-là, le terrain était la propriété de Conrad Brouillette. On parle de l'impasse Marie-Guyard en bas. Exactement. L'impasse Marie-Guyard a été vendue à un développeur par Conrad Brouillette.
OK. Alors que Et, c'est pas du vivant de Beaulieu que ça a été construit, là. Finalement. Ben, évidemment, pas nécessairement, mais effectivement, le fait que le terrain a été développé et qu'il y a eu des projets de construction par la suite, ça a déplu à Beaulieu. D'accord. Merci de l'information. Parce que c'est sûr que le terrain des Ursulines il y avait un sens plus que immobilier, là. Il y avait un sens naturel, patrimonial. Absolument. Et donc, mais heureusement, c'est que c'était une copropriété à l'origine, le développement de l'impasse Marie-Guyard, et ça incluait le terrain qui a été acquis par la ville pour faire le parc Guébiplot. Oui. Et donc, la partie, ça, c'était une partie commune, comme la rue d'ailleurs. Alors, tout ça a été, la ville de Loretteville est obligée de s'en porter acquéreur parce que le promoteur a laissé aller les infrastructures qui incluaient une pompe pour refouler les égouts jusqu'à la hauteur de la rue des Ursulines. Oui. Donc, il y avait des coûts associés à ça. Et la ville de Loretteville s'en est trouvée propriétaire, puis suite à la fusion, c'est la ville de Québec. Et grâce à ça, ben, le parc Guébiplot est maintenant une propriété de la ville de Québec. Oui. Est-ce que ça a causé problème dans le secteur, à votre connaissance, quand ils ont passé le sentier linéaire? Ou Ben, ça a aidé. Ça l'a aidé, justement. Ça l'a aidé parce que ça appartenait à la ville de Québec. Donc, exact. La ville de Québec a pu établir le lien en longeant la propriété des habitations à la falaise. Oui. Et ça a peut-être fait grincer les dents certains propriétaires de voisins qui, effectivement, n'ont peut-être pas apprécié que le sentier linéaire soit situé à proximité de leur belle résidence. Mais malgré tout, la ville a servi des intérêts collectifs plutôt que les intérêts privés. Oui. Alors, ben, merci pour ces compléments d'information-là. En fait, en conclusion, je pense que ce terrain-là a une histoire incroyable. Ben, Denis, avant que je conclue, c'est correct, Denis. Je veux savoir, Vincent, je ne sais pas si le terrain des appartements à la falaise et du foyer de Loretteville, c'était-tu sur le même, sur le lot des Ursulines? Ben, c'était à part, ces lots-là. Oui, ça faisait partie du terrain des Ursulines. OK, puis on allait, parce qu'on allait tirer à l'arc dans le temps. Le foyer de Loretteville, la falaise, je crois que je ne suis pas sûr de mon coup, mais ça incluait même le terrain de Caterina. Ah oui, l'autre bord de John Les Parents. Oui. Jusqu'à l'ancien dépotoir de la ville. Oui. Okay. Caterina avait été vendue, la partie Caterina avait été vendue avant. Ah, bien avant, oui. C'est ça. Mais c'est ça, parce qu'on allait tirer à l'arc, les premiers clubs de tir à l'arc étaient sur ce terrain-là où est la falaise. Là, exact. Alors, merci pour toutes ces informations-là. J'allais conclure, en fait, que ce terrain-là, qui appartient aujourd'hui aux Ursulines depuis 81 ans, eh bien, c'est un terrain avec une histoire exceptionnelle, en fait, parce qu'il y a des personnes d'exception, en fait, qui sont venues habiter ce terrain-là, qui l'ont bâti, puis qui l'ont, par leur bâtisse, en fait, qui ont su le préserver. La famille McLennan-Stewart a su, en fait, par leur état bourgeois, essentiellement, s'assurer que ce terrain-là se rende jusqu'à nous aujourd'hui, 80 ans plus tard. Fait qu'en le donnant aux Ursulines, les Ursulines ont pérennisé le bien. Puis bien sûr, ça a été là, un peu en périphérie, puis avec l'ouverture de la rue, puis tout ça, puis au fond du terrain. Mais somme toute, je pense que c'est un super beau bien là, dans le secteur de Loretteville. Puis quand on rentre dans Ruelle, on le comprend bien. Là, on se trouve complètement en nature. Là, à quelques mètres de la rue Racine, il y a des autobus de ville qui passent à toutes les 15 minutes, qui font un bruit incroyable. À côté du Irving, qui a des lumières allumées toute la nuit, puis qui éclairent trop, puis tout ça. Là. Mais quand on rentre dans cette ruelle-là, c'est un bien collectif qui est super important à préserver et à conserver, avec une histoire exceptionnelle. Là. J'aurais pu me faufiler encore plus longtemps dans l'histoire des Stewart, entre autres, là, dans le 19e siècle. Mais essentiellement, je pense que c'est un super beau terrain, c'est un super bien collectif qu'on a dans notre secteur. Alors, après ma conclusion, là, j'ai Francine, Vincent Savard puis Denis qui ont relevé la main. On va y aller dans cet ordre-là. Francine.
Oui, pendant que j'ai juste googlé, là, j'ai fait une recherche. Et quand les Ursulines sont parties du Vieux-Québec, là, il y avait eu un reportage sur Radio-Canada et on disait plus de 40 des Ursulines de Québec ont entre 90 et 102 ans. Pour être plus précis, la moyenne d'âge est de 88 ans. Je pensais qu'il donnerait le nombre, mais je n'ai pas vu. Donc, il y a 48 religieuses qui étaient parties à ce moment-là au jardin d'Évangéline et 17 qui seraient logées dans un bâtiment pour personnes en perte d'autonomie. Donc, ils ne devaient plus être très nombreuses. Hein. Ils ne donnent pas le chiffre de celles qui restent aujourd'hui. Et ça fait quelques années, c'est quand ils sont partis. Oui, on a une moyenne d'âge plus basse que ça à la Société d'histoire. Oui. Quand même. Quand même. Merci pour la précision, Francine. Il faut dire quand même que les communautés religieuses se développent davantage, soit en Afrique ou soit au Japon. Du Sud. Il me disait qu'effectivement, il y avait beaucoup de religieuses. Oui. Ceux qu'on a évangélisés viennent nous évangéliser maintenant. Ben oui. Merci de la précision. Là, Monsieur Savard, vous voulez rajouter? Oui, Mario? Oui. Tu as fait allusion tantôt à la famille Philippe Aubert de Gaspé. Oui. Il y a un petit texte à l'intérieur de son, je pense que c'est de ses mémoires ou divers, où il mentionne qu'il est venu participer à un dîner au cottage de M. Stuart. Dans ses mémoires que j'essaie de vous montrer, mais comme je suis derrière flouté, vous ne voyez pas bien, là, que j'ai dans les mains. Il est venu dîner chez M. Stuart dans son cottage et ça se situe autour de 1820. Oui. Alors, effectivement, là, dans ses mémoires, là, il est question là, de sa présence à la Jeune Lorette, effectivement. Là. Merci pour la précision. Puis en tout cas, il y a un filon à creuser là, de ce côté-là, là, sur l'histoire plus ancienne encore, là, au 19e, au début du 19e, puis voire au 18e aussi, là, sur l'histoire de ce terrain-là. Clairement, là, il y a une histoire là-dessus. Un jour, on le fera. Donc, il y a, je vous reconnais, je ne suis pas sûr de vous reconnaître à 100%, mais iPad de Michel, c'est à vous. Allez-y. Je vous avais désactivé votre son, puis là, je vois que vous êtes en train d'essayer de l'activer. Il faut qu'on va vous le prenez votre temps, on est entre nous autres, là, il n'y a pas de presse. Hein? Oh oui, on vous entend. OK. Je viens juste d'allumer, là. Je suis l'épouse de Michel. Oui, je vous reconnais très bien. Bon, je suis présidente du club de marche Vaux-Sport Nord-Sud. Exact. Fondée par Lisette Boivin. Lisette Boivin en personne, oui. De la rue Saint-Amand. On la connaît bien. Lisette a un cousin qui est réalisateur de films. Oui. Il a fait un film, il y a 3 ans, qui s'appelle Le sang du pélican. Le sang S-O-N-G. Oui. Qui parle de la fondation des Ursulines puis du départ des Ursulines du Vieux-Québec. Oui, ça me dit puis quelque il nous chose. avait demandé, il cherchait des religieuses comme figurantes, et puis il avait communiqué avec le club de marche, puis on est une bonne 20aine de filles du club de marche. À être devenue religieuse d'un jour. À être devenue religieuse le temps d'un film pour M. Boivin, Le sang du pélican, puis on est allé le voir. Et à la fin du film, lorsque il y a tout le nom des personnes qui ont contribué au film, là, il y avait des dizaines et des dizaines de noms de religieuses qui, malheureusement, étaient toutes décédées de la COVID après être déménagées au jardin d'Évangéline. Ouais. Ah oui. Ouais, il y en a eu beaucoup. C'est vraiment triste. Ouais, c'est un film, même si c'est les Ursulines à Québec, c'est quand même un film intéressant sur les Ursulines. C'est la même gang, c'est le même monde. C'est la même gang faite par un gars de Loretteville. C'est ça, ce cousin-là à Lisette Boivin, c'est le frère de Carole, hein, c'est ça? Oui, qui demeure sur la rue du court-métrage. Oui, Carole, elle m'en avait parlé, elle est arrêtée, elle était passée chez nous, moi j'ai de ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour ce lien-là avec la rue Saint-Amand. Finalement, Lisette Boivin de la rue Saint-Amand, on revient un peu à cette rue-là.
Alors donc, ben, écoutez, je vous remercie toutes et tous pour vos collaborations respectives. Écoutez, encore une fois, on a eu bien du plaisir à partager un bout de notre histoire collective et commune. Je vous invite à notre prochain mercredi de l'histoire, en fait, qui tombe toujours le premier mercredi du mois, le mercredi 6 avril 2022. Alors, il sera question, en fait, des différents outils en ligne auxquels nous avons accès pour faire des recherches historiques. Alors, je vais vous montrer comment on utilise ces outils-là, puis comment on peut procéder, puis trouver de l'information à l'aide de ces différents outils-là, là, dans les journaux, les états civils, les cartes et plans, entre autres, là, etc. Mais il y en a plein d'autres aussi. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous guider là-dedans, là, au besoin, si ça vous intéresse. Au revoir, on se voit dans un peu plus d'un mois, puis écrivez-nous sur Facebook ou ailleurs. Je sais qu'il y a eu des grosses discussions là, sur le Facebook de la Société d'histoire dans les derniers jours, là, notamment là, avec des histoires là, autour de Val-Saint-Michel. Puis ça, là, je trouvais ça merveilleux de vous voir aller. Là. Monsieur Poirier, entre autres, là, je trouvais ça merveilleux de suivre des discussions là, incroyables. Alors, ben, je vous remercie tout le monde, puis c'est toujours un plaisir, puis on a bien hâte de se revoir un jour en vrai. Peut-être qu'à l'automne 2022, quand le local va être rénové, puis quand la salle d'animation va être aussi rénovée, on va peut-être pouvoir recommencer à faire nos sessions en présentiel, comme on dit. Là. Du moins, on le souhaiterait. Alors, merci à toutes et tous, puis ben, c'est un au revoir. On se voit le 6 avril prochain pour un prochain mercredi d'histoire.